Je me proposais de rappeler simplement des enjeux fondamentaux d'une approche de la classification du vivant à l'école élémentaire, mais aussi dans le secondaire. Et évidemment, le film s'y prête bien, puisque, contrairement à d'autres documentaires à vocation quand même animalière, enfin écosystémique, on va dire, on ne voit pas que des mammifères et des oiseaux, on voit quand même d'autres êtres vivants. Et donc ça se prête bien à un exercice de classification. Alors, les enjeux de la classification sont à plusieurs étages. C'est la raison pour laquelle nous, au Muséum, on avait décidé de proposer quelque chose autour de ça en tant que ressource pédagogique. L'enjeu premier, c'est que, comme vous le savez certainement, aujourd'hui, classer le vivant, ce n'est pas un acte gratuit, c'est un acte scientifique qui met le vivant dans le monde avec une théorie qui encadre tout ça. Il y a 1000 façons de classer le monde qui est là dehors. Le classificateur a bien une intention. Et cette intention, vous la connaissez, l'intention moderne du scientifique lorsqu'il classe le vivant, c'est de parler de relations de parenté. On met ensemble des espèces parce qu'elles ont des choses en commun. Et pourquoi est-ce qu'on les met ensemble? Parce qu'elles ont des choses en commun, parce que ce qu'elles ont reflète l'héritage des ancêtres communs. Donc, quelque part, c'est la généalogie qui est mobilisée. Et les enjeux, ils proviennent d'abord d'un problème fondamental dans nos cursus en France. C'est qu'au moment où on enseigne la classification, la plupart du temps, c'est-à-dire dès les jeunes années de l'école élémentaire, on ne parle pas d'évolution. Donc on ne parle pas de l'intention qui est derrière la classification, alors qu'on doit enseigner des éléments de classification. Et au moment où on enseigne l'évolution, si on a enseigné une classification qui ne lui est pas compatible, c'est déjà trop tard. Parce qu'on enseigne l'évolution assez tard, finalement, dans le cursus scolaire français. Et si les cadres classificatoires qui ont été reçus sont des vieux cadres linéens qui ne sont pas en accord avec l'évolution, parce que Linné ne pensait pas évolution, eh bien, plus on tarde, plus c'est difficile de changer la classification que quelqu'un a en tête. Et on sait très bien par expérience que c'est plus difficile chez les adultes que chez les jeunes enfants que de faire changer une classification. Et donc, si vous voulez, ce qui est proposé au Muséum autour de la classification pour le film Le Chêne, ça tourne autour de ça. C'est-à-dire qu'on va vous proposer une collection contrôlée, dont on ne dit pas contrôlée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, si on s'intéresse à ce que les organismes partagent, ce qu'ils ont, la collection qui est là va pouvoir faire une classification compatible avec l'évolution. Ce faisant, vous allez me dire, on aura choisi des organismes de manière à ce qu'on retombe sur nos pattes. La réponse est oui, parce que le premier objectif n'est pas biologique. Le premier objectif, il est philosophique, et le deuxième, il est cognitif. Et donc, si vous regardez les séances de classification qui sont proposées en pédagogie de la classification avec l'œil du biologiste, vous allez avoir une impression de banalité. D'ailleurs, je me souviens qu'un des livres que nous avions publié dans la décennie précédente, avec des collègues enseignants, qui s'appelait « Comprendre et enseigner les classifications du vivant », on a vu des commentaires sur la toile relativement désobligeants, parce que des biologistes professionnels, ignorant des enjeux cognitifs et philosophiques de la classification, ne voyaient ce livre qu'à travers l'œil du biologiste. Ils disaient ce livre est d'une banalité inouïe, sauf que le monsieur n'avait pas dû lire le préambule qui expliquait justement que le rapport à la classification est fondamental en sciences. L'enjeu philosophique, le premier, c'est que, est-ce que vous acceptez de donner la priorité de vos catégories à votre œil quand vous regardez le vivant? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez comme Linné, ici à droite, au milieu, vous ne voyez qu'une seule chose, la coccinelle? Est-ce que vous acceptez que votre œil ne capte que la catégorie et pas la variation, ce que faisait Linné? Ça, c'est la pensée qu'on appelle idéaliste, c'est-à-dire que le monde des idées transcende les objets que ces idées sont censées désigner, et ces objets ne sont que de pauvres représentations qui portent l'essence de la catégorie à laquelle ils se rattachent. C'est ce qu'on appelle l'essentialisme. L'essentialisme, c'est une philosophie qui enferme les individus dans les catégories. Linné le dit lui-même, la variation de ces coccinelles, c'est une corruption matérielle du plan divin de création. Il travaille, je vous le rappelle, sous
sous obédience théologique, hein, puisqu'à l'époque de Linné, science et pouvoir religion et pouvoir politique sont un seul et même pouvoir. Et donc Linné fait de la systématique, la science de la classification, la science divine. C'est la science qui se propose de restituer à l'intelligence des hommes le plan divin de création, dans un cadre théologique. Et donc ça, c'est une pensée dont on a des restes aujourd'hui. Il faut pas sous-estimer la puissance de cette pensée. C'est le fonds de commerce des trois monothéismes. C'est-à-dire que pour la plupart de nos élèves, le chat a des poils parce que c'est un mammifère. La cause de la présence des poils est la catégorie qui transcende l'individu. Donc, vous voyez que l'enjeu, il peut être profond. Et c'est encore plus profond que ça dépasse largement la biologie. Là, je fais un pas de côté, je sors de la science. Madame, si vous faites la vaisselle, c'est que vous portez l'essence de la femme. Et monsieur, si vous réparez le moteur de la voiture, c'est que vous portez l'essence de l'homme. L'essentialisme est à la base du racisme et du sexisme. C'est-à-dire, le racisme, par exemple, c'est l'essentialisation d'une qualité dépréciée qui est destinée à obtenir un objectif. Et donc, si on veut faire de l'évolution, revenons en biologie, si on veut faire de l'évolution, on doit quitter l'essentialisme, en fait. Parce que si vous pensez que ces coccinelles portent une essence, qu'est-ce que devient cette essence lorsque la coccinelle se transforme en autre chose ? L'évolution, elle se donne la profondeur du temps. Le transformisme se donne la profondeur du temps. Si l'espèce au cours du temps change, quelle est cette essence dont Linné nous dit qu'elle est immuable ? Parce qu'elle est créée de la main divine. Pourquoi l'essence enferme-t-elle ? Parce que l'essence est compatible avec une vision fixiste du monde. Une fois qu'on a compris ça, on comprend que pour faire de l'évolution, il faut quitter les essences et adopter une posture nominaliste avec Charles Darwin. La posture nominaliste, quelle est-elle ? Elle dit simplement, dans la nature, il n'y a pas la coccinelle. Dans la nature, là, il y a des coccinelles. Darwin, aussi, au milieu, voit 24 choses. Il n'en voit pas qu'une. Il en voit 24, ça veut dire qu'il va porter son attention à la variation. Cette variation, elle est première, c'est le fait premier. Et dans la nature, il n'existe que des individus. Les catégories qu'on va poser dessus ne sont que des conventions de langage. Donc, dans la pensée évolutionniste, dans la pensée darwinienne, la catégorie n'enferme pas. Elle s'accompagne d'une notion que je ne vais pas développer aujourd'hui, qu'on appelle la notion d'homologie, qui indique en gros sur quoi on se met d'accord pour porter le même nom. Mais on sait que c'est un accord entre nous. C'est fait pour nous comprendre. C'est pas fait pour enfermer le réel. Le réel, il ne se laisse pas enfermer, en fait. Donc, il y a de la variation partout. D'ailleurs, il n'y a pas deux personnes dans cette salle qui ont le même visage. La variation, c'est vraiment le fait premier en biologie. Ou dit autrement, la biologie, c'est la science de la variation, précisément. On ne fait plus de biologie moderne dans la pensée de Linné. Donc, vous voyez que le premier enjeu de la classification, c'est déjà celui-là. Faire des ensembles à des élèves, lui faire tracer un ensemble avec la main, regrouper des entités, regrouper des objets, va inciter l'élève à justifier son ensemble. Si vous amenez un élève à justifier son ensemble, vous lui faites comprendre implicitement que c'est lui qui classe et que la classification, elle n'est pas inscrite dans le ciel. Rien que ça, déjà. Rien que ça. Et donc, si le biologiste oublie le bagage culturel d'où nous venons, l'enseignant ne l'oublie pas, lui, parce qu'il sait quels sont les blocs, vous les connaissez, ces obstacles qui font qu'un élève peut ne pas comprendre, ou même un adulte peut ne pas comprendre de quoi il retourne lorsqu'on classe avec des outils évolutionnistes. Deuxième enjeu, toujours relativement à notre culture, pourquoi est-ce que c'est important de classer ? Parce que notre culture installe l'homme dans le vivant avec une logique de coupure. L'homme cherche à se surdéfinir contre un animal qui, lui, n'est jamais défini. Combien de fois allez-vous entendre « on n'est quand même pas des bêtes ». Non, on n'est pas des animaux. Hein. En fait, si, du point de vue de la zoologie, nous le sommes. Nous en sommes. Si la convention de langage animaux en zoologie se rattache à la présence de collagène dans les tissus, des jonctions serrées entre les cellules, un capuchon sur le spermatozoïde qu'on appelle l'acrosome, je prends 3 caractères des animaux, nous les avons, ces caractères. Donc zoologiquement, nous faisons partie des métazoaires, et ce n'est pas une logique de coupure qui anime les sciences, mais une logique de partage, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous met au monde, ce n'est pas notre séparation entre nous qui sommes magnifiés et le reste du monde qui fonctionne un peu comme un sac poubelle, vous voyez.
Si nous nous mettons au monde, c'est en partage. Nous partageons avec celui qui est juste derrière un peu plus de caractères. Ça ne nous empêche pas d'avoir des caractères en propre, hein, le langage articulé, le gros orteil redressé dans l'axe des autres doigts de pied, par exemple. Avec celui qui est juste derrière, il y a la pierre taillée que l'on peut partager. Puis avec celui qui est encore derrière, il y a la position du larynx, etc. On peut comme ça faire des partages emboîtés. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on incitera les élèves à faire des ensembles. Emboîter les ensembles, c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous pouvez être à la fois humain et animal. Rien de ce qui te fait, vous, un animal, parce que ici vous portez du collagène, vous êtes dans la boîte rouge, là, rouge foncé, rien de ce qui ne fait de vous un animal parce que vous portez du collagène ne vous empêche d'être humain, parce que vous avez une propriété surnuméraire ici, qui est le langage articulé. Donc, par une logique d'emboîtement, vous n'avez pas à choisir entre être animal et être humain, vous êtes les deux à la fois. Ce n'est pas original ce que je dis, mais l'enjeu culturel et la compréhension des classifications scientifiques est très important. On évitera évidemment le bagage culturel de l'échelle des êtres. Là, je vous ai montré des boîtes emboîtées, mais vous avez des représentations mentales de la nature qui superposent les boîtes. C'est ce qu'on appelle les boîtes empilées, si vous voulez. Et ça porte un nom, c'est la scala naturae, qui nous vient d'Aristote et qui est passée par Leibniz et qui a été transmise par Charles Bonnet en 1745 et qu'on continue à avoir dans nos phrases. Lorsque vous avez une conférence qui parle de la biodiversité est 2 points de la bactérie à l'homme. Donc l'échelle des êtres, elle est dans la phrase. La biodiversité, c'est pas d'un point à un autre, c'est un déploiement de points multiples. Vous voyez, il y a plusieurs aboutissements. Donc l'échelle des êtres est en réalité une échelle de valeurs et non pas une classification. Et donc ne confondons pas les deux. Et on essaiera de se débarrasser de cette échelle des êtres qui, ici, chez Charles Bonnet en 1745, ou ici encore chez Lull au XIVe siècle, où on voit cette échelle qui monte au paradis, ce qui montre bien que c'est une échelle de valeurs. Hein. On a le feu, les plantes, les animaux, la marche d'après, c'est l'homme, la marche d'après, c'est l'ange, avec les ailes, et puis on aboutit au paradis. Donc cette échelle, évidemment, elle nous encombre. Ça a été, dans le passé, une échelle scientifique, mais avec la révolution scientifique de la charnière 17e, 18e siècle, en gros, on s'en est débarrassé de cette échelle, mais on s'en débarrasse par la porte, elle revient par la fenêtre. Hein. Donc, attendez-vous à la rencontrer dans la tête de nos publics. De même, les silos, on va essayer d'éviter les silos, parce que les silos, ce n'est pas vraiment de la classification. Qu'est-ce qui manque ici ? Il manque l'emboîtement, vous l'avez deviné. Séance de classification en Guyane, une association d'écologistes dit « Regardez, emmenez les enfants dans la forêt. Vous voyez, c'est simple, regardez, si à la surface de l'animal, il y a des poils, c'est un mammifère. Si à la surface de l'animal, il y a des écailles, c'est un reptile. Si à la surface, il y a des plumes, c'est un oiseau. Et si à la surface de la peau, il n'y a rien, c'est un amphibien. » Et ça, c'est un petit peu faire de la classification comme les éléments de la table de Mendeleïev. Vos catégories, elles se jouxtent, elles ont une relation de voisinage, mais elles ne s'emboîtent pas, voyez. Eh bien, il y a un gamin qui, bien malin parce qu'il associe le langage à ce qu'il observe, il fait remarquer à l'enseignant que sur les tarsométatarses et les phalanges des oiseaux, il y a des écailles. On le voit très bien dans le film, sur le jet, il y a un moment, il y a un jet qui essaye de percer le gland du chêne, et on voit ces 3 doigts majeurs devant, et on voit très bien dans le film les écailles sur les pattes du jet. Et donc l'élève en fait la déduction que, et ça on l'a vu, hein, que normalement cette boîte-là, elle doit être à l'intérieur de celle-là, parce que l'oiseau, il a et les plumes et les écailles. Et en effet, pour un classificateur moderne, les oiseaux sont des reptiles. Ils en ont gardé toutes les caractéristiques, notamment le phamniotique et puis les écailles de bêta-kératine. Donc on s'orientera vers des boîtes emboîtées les unes dans les autres. C'est là que vous maximisez le contenu informationnel de votre classification. Et si vous tirez un trait entre la boîte d'un niveau n jusqu'à la boîte du niveau n plus 1, vous obtenez une figure un peu bizarre qu'on appelle un graphe connexe parce que les lignes sont connectées entre elles, non cyclique parce que pour passer d'une extrémité de ligne rouge
à l'autre extrémité, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a pas de cycle. Orienté, parce que là, il y a du général, et puis là-bas au bout, en haut, il y a du particulier. On va du plus général au plus particulier, si vous voulez. Bon, c'est ce qu'on appelle vulgairement un arbre. Enfin, là, pour le coup, ce n'est pas un chêne, c'est un arbre abstrait qui montre en réalité la même hiérarchie que celle des ensembles emboîtés. Quand je dis hiérarchie, vous le savez bien, hein, il ne s'agit pas d'une hiérarchie de valeurs, c'est tout simplement une hiérarchie du plus général au plus particulier. C'est dans ce sens-là qu'on utilise le mot hiérarchie. La boîte la plus générale est de niveau hiérarchique plus grand que les boîtes qui sont dedans et qui renferment des propriétés un peu plus particulières et de plus en plus particulières au fur et à mesure que l'ensemble rapetisse. Donc la hiérarchie sous cette forme-là, alors si on prend des mots mathématiques exacts, la hiérarchie sous cette forme-là, ça s'appelle un diagramme de Venn, mais peu importe, hein, oubliez tout de suite. Ce sont simplement des outils de hiérarchisation. Et les lignes rouges ici, c'est ce qu'on appelle des graphes connexes non cycliques orientés, ou dit autrement, arbre si à ce graphe est associée une métaphore généalogique. Et en effet, s'agissant des êtres vivants, s'agissant de la biologie, on les met ensemble sur la base de ce qu'ils ont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ce qu'ils ont reflète ce qu'ils ont hérité d'un ancêtre commun, et donc ces lignes rouges racontent qui est apparenté à qui, en fait. Ces lignes rouges vont montrer des degrés relatifs de parenté. Donc voilà, en gros, j'ai déjà étagé, vous voyez, en quelques minutes, hein, j'ai déjà étagé deux objectifs philosophiques et un objectif, j'ai envie de dire, cognitivo-mathématique, là. Mais j'en ai un troisième qui est purement cognitif, et celui-là, vous en avez entendu parler aussi. C'est arriver à faire distinguer à vos élèves l'opération de séparation et l'opération de regroupement. Alors, je n'ai pas mis les bons verbes ici. Là, on va dire séparer, en fait. Et là, on va dire regrouper. Alors, quand on s'oriente dans un monde complexe, comme dans un jeu de pistes, on peut hiérarchiser des questions-réponses. C'est ce que fait une clé de détermination. En histoire naturelle, si vous êtes familier avec la clé de détermination, on a un échantillon de fleurs. Enfin bon, on prend une fleur et on nous pose des questions sur cette fleur. Et les questions, elles sont ordonnées. Elles vont de la question la plus générale à la question la plus particulière. Est-ce que le bord des feuilles est lisse ou est-ce qu'il est crénelé? S'il est lisse, vous allez page 52. S'il est crénelé, vous allez page 63. Est-ce qu'il y a une forme de pilosité sur telle partie de la fleur? Oui, vous allez page 84. Non, vous allez page 120. Il y a du oui, il y a du non. Vous répondez à des questions oui-non dans une clé de détermination. Mais elle ne raconte rien sur le monde, cette clé. Elle ne met pas le monde en ordre. Elle n'est que pragmatique. Elle est là pour vous faire atteindre un nom d'espèce au plus vite. C'est un jeu de pistes. Elle ne classe pas. C'est ça le point important, c'est que les clés de détermination ne classent pas. Pourquoi c'est important à distinguer? Parce que jusqu'en 2004, donc vous allez me dire c'est vieux, mais c'est pas si vieux que ça, jusqu'en 2004, les programmes scolaires et les livres scolaires de l'élémentaire et jusqu'en troisième étaient confus sur ce qu'on appelait la classification. Ils présentaient des clés de détermination comme étant des classifications. Ce qui fait que ça avait un effet dramatique, c'est que vous faites passer une ligne de séparation ici dans un échantillon où vous dites à droite j'ai ceux qui ont des vertèbres et à gauche j'ai ceux qui n'en ont pas. Bon ça éventuellement je peux bien m'en servir dans une clé de détermination, il n'y a pas de souci. Mais si vous en faites de la classification, à droite vous avez les vertébrés, à gauche vous avez les invertébrés. Et là vous avez fait une catégorie. Là, vous avez mis les pieds dans l'ontologie. Là, vous avez mis les pieds dans dire ce que le monde est. Pas dans comment je m'oriente dans le monde. Ça, c'est pragmatique. Vous avez mis les pieds sur comment le monde est. Or, si vous faites un groupe, parce que vous en avez fait un en disant invertébré, si vous faites un groupe sur la base de ce que les êtres vivants n'ont pas, réfléchissez-y un instant. Vous avez un escargot et un ver de terre et vous dites qu'ils n'ont pas de vertèbres. De quoi parlez-vous, en fait? Vous ne parlez pas de l'escargot.
Vous ne parlez pas non plus du ver de terre. Pourquoi? Parce que la liste de ce qu'ils n'ont pas est infinie. Vous n'épuiserez jamais la liste de ce qu'ils n'ont pas. Donc vous parlez de l'homme, en fait. Et invertébré, ça nous vient d'une époque où les classifications étaient anthropocentrées. C'est-à-dire que l'homme était au centre de la cosmogonie, et à l'époque, ça valait le coup de mettre des espèces dans un sac parce qu'elles n'avaient pas quelque chose que l'homme a, l'homme étant le centre du monde. Dans la classification moderne, ce n'est plus comme ça qu'on fonctionne, enfin en science en tout cas. Dans la classification scientifique moderne, on classe les êtres vivants non pas par rapport à la position que se donne l'homme dans le vivant, mais par rapport à ce qu'elle partage, ces espèces, qui ne sont pas celles de l'humain. Ces différentes espèces sont regroupées ensemble parce qu'elles partagent des choses ensemble. Donc, en fait, on classe sur ce qu'elles ont et non pas sur ce qu'elles n'ont pas. Donc, si on ne confond pas l'opération de séparation qui sert à trier et l'opération de regroupement qui sert à classer, ça c'est de l'ordre du vocabulaire et de l'ordre du cognitif aussi. Si on arrive à ne plus confondre ça, on se met aussi sur des rails d'une classification scientifique. Enfin, en tout cas, on met l'élève sur les rails d'une future classification scientifique qui regroupe ce que les êtres vivants ont ensemble et non pas ce qu'ils n'ont pas. Alors, pour exemple de confusion, ça c'est pas dans des livres scolaires, c'est retrouvé dans Ouest France. Dans Ouest France, vous voyez, vous avez une quatrième de couverture, une dernière page qui s'intitule « La classification des animaux ». Et on vous dit vertébrés. Bon, alors on se dit, tiens, on parle de vertébrés, on est dans de la classification. Peau recouverte de poils. Alors, il y a une flèche. Déjà, c'est un mauvais signe. Hein. Une flèche, ça veut dire qu'on est en train de vous orienter dans un jeu de pistes. Ça ne veut pas dire que vous parlez de relations de parenté, bien que ça s'appelle classification. Vous avez des poils, c'est un mammifère, ok. Peau sans poils, ah, bon, tiens, il y a un truc, il y a du sang. Avec plumes, oiseau, sans plumes, c'est autre chose. En fait, c'est typiquement une clé, ça, ce truc, avec, sans, et on s'oriente. Si vous regardez ça comme de la classification, vous avez les poissons, groupe frère des tortues, les amphibiens, groupe frère du reste, les oiseaux, enfin bref, si vous comparez ça à une classification moderne, eh bien c'est aberrant, en fait. Bon, je ne vous parle pas du reste, je vous épargne ça, mais la confusion est quand même installée dans la culture. Dernier point sur lequel je vais insister, sur le fait que ce ne soit pas banal, que ce ne soit pas trivial de faire de la classification à l'école, c'est l'enjeu des classifications. Si on est d'accord sur ce qu'est classer, c'est regrouper des êtres vivants sur des propriétés communes, qu'elles ont vraiment. Hein, c'est pas trier. Hein. Si on est vraiment d'accord là-dessus, la classification, elle a une intention. Quand bien même je sais ce que ça veut dire que classer. Il y a 1000 façons de classer ce qui est dehors. D'ailleurs, c'est bien, vous allez voir dans un instant, c'est bien la façon dont on fonctionne. Nous fonctionnons vis-à-vis du vivant avec plusieurs intentions classificatoires. Alors, on pourrait appeler ça plusieurs cahiers des charges. De quoi la classification doit-elle parler? Qu'est-ce que vous voyez ici? Eh bien, certains, tout dépend du contexte dans lequel on est, pourraient y voir du gibier. Certains pourraient y voir de la volaille. Notamment le restaurateur met la viande de lapin dans la volaille. Certains y voient un mammifère. Là, je fonctionne avec 3 systèmes de mise en catégorie qui ne poursuivent pas les mêmes buts et surtout qui ne se superposent pas. Jamais le loup ne sera considéré avec le lapin comme de la volaille ou comme du gibier. Donc on a en permanence trois prismes, et ça on ne s'en rend pas compte, hein, mais on regarde le vivant avec un prisme utilitariste, on regarde le vivant parfois avec un prisme fonctionnaliste, ce qu'ils font, et un prisme systématique, là-bas au bout, ce qu'ils ont. Donc là, vous allez classer sur ce à quoi ils servent, à gauche. Au milieu, vous classez sur ce que ça fait. Et à droite, là-bas, vous classez sur ce que ça a. Je vous garantis que même pour une même collection d'organismes, selon chacun des 3 cahiers des charges, vous n'obtenez pas la même classification, pour une même collection. C'est trivial à dire. Hein. Une mouche vole, un papillon vole, un pigeon vole. Eh bien, si je les classe sur ce qu'ils font, je les mets ensemble par rapport à la courtilière ou à l'autruche. Par contre, si je regarde ce qu'ils ont, bien le pigeon, il a des choses en commun avec l'autruche, qui ne vole pas.
Et ma mouche, elle a des choses en commun avec la courtilière qui ne vole pas. La courtilière, c'est un orthoptère fouisseur. Hein. Enfin, c'est un insecte, hein, si vous le préférez. Bon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la courtilière. Enfin, vous avez compris que classé sur ce qu'ils ont ou classé sur ce qu'ils font, vous n'obtenez pas la même classification. Donc il ne faut pas courir 2 lièvres à la fois. Sinon, vous finissez avec une classif par gamin, et là, vous n'êtes plus en science. On peut se faire plaisir, hein, on peut faire une classif par gamin, mais le but de la science, c'est d'expliquer rationnellement et collectivement le monde réel. Collectivement. S'il n'y a pas une mise en commun de l'interprétation rationnelle qu'on a à rendre du monde réel, eh bien, s'il n'y a pas de mise en commun, il n'y a pas de science. Donc, pour revenir à notre cahier des charges, en science, on va essayer d'en poursuivre qu'un seul pour gagner en cohérence. Donc, retenez l'adage, si vous courez après 3 lièvres à la fois, vous n'en attrapez aucun. Et ça s'applique vraiment là. Hein. C'est pourquoi on va vous encourager à classer sur ce qu'ils ont. Pourquoi ? Parce que classer sur ce qu'ils ont, c'est le programme de la systématique, la science des classifications, depuis Charles Darwin, 1859, où le schéma théorique qui explique pourquoi les êtres vivants partagent des choses ensemble. Pourquoi j'ai des poils et des pavillons aux oreilles comme le chien, alors que je ne fais pas de bébé avec le chien ? C'est l'ascendance commune, c'est le fil rouge. Ce schéma est parfaitement théorique, il n'y a que des chiffres et des lettres. Mais si vous prenez la couche temporelle la plus récente, celle qui est tout en haut, et que vous redescendez le long de ces branches généalogiques, eh bien vous tombez toujours à un point de rencontre qui est le point de l'ancêtre commun et qui explique pourquoi on partage des choses en commun. C'est la raison pour laquelle Darwin préconise de classer sur ce que les êtres vivants ont et pas ce qu'ils font, parce que ce qu'ils ont, c'est ce qui permet d'attraper la généalogie. Toute véritable classification, nous dit Darwin, est généalogique. C'est le cahier des charges moderne. Je ne vous détaille pas cette phrase, on n'en a pas le temps, mais c'est le cahier des charges moderne fixé en 1859 et non pas quelques plans inconnus de création. Là, évidemment, Darwin fait allusion à Linné qui le précède d'un siècle, où classé à l'époque, c'était retrouver le plan divin de création. Donc il y a bien une généalogie théorique qui, en principe, rend compte des partages. Vous n'avez pas accès à cette généalogie. Donc pourquoi ? Parce que les ancêtres ont disparu. Darwin l'écrit. Hein. Je ne sais pas comment faire. Je sais qu'il faut classer en vertu de l'héritage généalogique, mais je n'ai pas les registres d'état civil, nous dit Darwin. Et donc, il va falloir trouver un moyen indirect. On va classer sur ce qu'ils ont, parce que ce qu'ils ont en première instance, on postule que c'est hérité d'un ancêtre commun. La question ne peut pas être qui descend de qui, mais la question va devenir qui est plus proche de qui. Ça, c'est la question que pose la phylogénie, en fait. Le mot moderne pour ces lignes rouges ici, c'est qui est plus proche de qui. Le qui descend de qui n'étant pas accessible, dans un échantillon concret, j'entends. Hein. Et celui qui va réussir à faire coller la classification à la phylogénie, c'est ce brave homme qui est en bas, à gauche, à droite, là, c'est Willy Hennig, qui, en 1950, trouve la méthode de travail qui manquait à Darwin pour remplir complètement son cahier des charges. C'est amusant comme aspect de l'histoire des sciences. Darwin fixe un cahier des charges en 1859, mais il le dit lui-même avec une grande humilité. Je n'ai pas les registres d'état civil, je ne sais pas comment retrouver les ancêtres. Et néanmoins, on va tenter de s'approcher d'une classification qui parlerait de généalogie. Le mot phylogénie n'existe pas encore en 1859. Et Darwin, un siècle plus tard, donc en 1950, trouve la méthode qui va faire coller les boîtes emboîtées avec l'arbre, le graphe qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Hein. Donc, on met ensemble des espèces parce qu'elles ont des caractéristiques exclusives. C'est-à-dire que ces caractéristiques, on ne les trouve pas ailleurs. Par exemple, la boîte des mammifères, en jaune ici, les mammifères ont une mandibule faite d'un seul os. Et cette mandibule faite d'un seul os, qui est l'os dentaire, on ne la trouve pas ailleurs que chez les mammifères. Non seulement on regroupe sur ce qu'ils partagent, mais ce qu'ils partagent de manière exclusive. Ce qui fait que, pour terminer sur cet aspect, si vous prenez une figure qui montre des partages et que vous posez un nom dessus, vous avez ce qu'on appelle une classification phylogénétique. C'est une classification qui remplit le cahier des charges darwinien et qui, en quelque sorte,
souscrit au programme scientifique de Willy Hennig, 1950. Quels que soient les caractères qu'on a pris pour faire cette classification. On ne discute pas là. Le sujet aujourd'hui n'est pas de savoir si on classe sur des attributs anatomiques ou si on classe sur des attributs génétiques. Peu importe. Ce que je vous énonce là, ce sont des principes généraux. Ça marche pour les deux. C'est un grand programme international qui englobe l'ensemble du vivant. En science, la théorie de l'évolution fixe, donc, comme je viens de vous l'expliquer, le cahier des charges de la classification. L'évolution va vers la classification. Ça, c'est en science. C'est normal. Une théorie, elle est là pour organiser, dans toute science d'ailleurs, une théorie est là pour servir de charpente, de squelette à un ensemble de lois, de règles, d'observations, et son rôle, c'est de les rendre cohérentes. Et s'il y a bien quelque chose qu'il est important de rendre cohérent, c'est le langage d'abord. Et la classification, justement, c'est son rôle, c'est de rendre le langage cohérent. Et donc, vous avez la théorie qui est là, avec les faits d'observation qui à la fois sont interprétés par la théorie et qui nourrissent en même temps cette théorie. Donc, la théorie émet un cahier des charges de la classification, et la classification se nourrit évidemment des faits d'observation. Ça marche dans ce sens-là, dans une logique où la classification donc est postérieure à l'énonciation, à l'acceptation du fait évolutif. Alors, si vous faites de la classification dans le bon sens, c'est-à-dire vous avez vos relations de parenté d'abord et vous faites de la classification après, vous avez des chances de faire une classification phylogénétique. Mais on sort tout juste d'un XXe siècle qui est extrêmement ambigu sur ce plan-là. Vous avez certainement vu, si vous consultez encore des vieux livres, vous avez certainement vu ces arbres en bulles qui sont là-haut. Qu'est-ce que reflète comme type de travail ces arbres en bulles? On prenait les groupes linéens qui avaient été fabriqués sans classification. Excusez-moi, ma langue a fourché. Sans évolution. On reprenait des groupes linéens de la classification linéenne, mais qui avaient été forgés à l'époque où on ne pensait pas évolution. D'accord? Et on a cherché les relations de filiation entre des groupes déjà faits. Donc, la figure du haut, la classification précède la mise en lumière des relations évolutives. Ce qui fait qu'on a appris à l'école, quand on était petit, les oiseaux descendent des reptiles, les reptiles descendent des amphibiens, les amphibiens descendent des poissons. Eh bien, cette phrase-là est épistémologiquement fallacieuse. Parce que la relation d'ancêtre descendant, ce n'est pas une relation de groupe. Je suis en train de m'évertuer à expliquer qu'on va faire tracer des groupes par des gamins, pour leur faire comprendre que c'est nous qui classons. Donc les groupes ne sont pas dans la nature. Donc les oiseaux ne descendent pas des reptiles. Les oiseaux sont des reptiles. Parce que les groupes s'emboîtent les uns dans les autres. Ils ne descendent pas les uns des autres. La relation d'ancêtre descendant n'intéresse que des individus. La relation d'emboîtement intéresse les groupes que vous faites autour des individus. Il y a quand même beaucoup de choses à changer par rapport à ce que vous avez reçu, vous, à l'école, de la classification et de son rapport à l'évolution. Donc cette figure, elle est emblématique, parce qu'elle pratique ce qu'on appelle un certain... Alors si je vous parle de manière savante, elle pratique ce qu'on appelle un réalisme taxonomique, c'est-à-dire cette idée que les groupes que l'on fabrique sont dans la nature. Et je commence toujours des formations par dire... Là dehors, il n'y a pas d'oiseaux. Là dehors, il n'y a pas de mammifères. Oiseau, c'est une boîte dans ma tête avec 10 503 espèces. Bon, bref, vous avez compris. Donc, la figure du haut confond, il y a une confusion sur à quel niveau d'observation j'applique la relation d'ancêtre à descendant. C'est aux individus que ça s'applique et non pas au groupe. Donc, si vous raisonnez correctement par rapport à ce que c'est qu'un groupe, eh bien, on raisonne plutôt dans la figure du bas, c'est-à-dire que l'évolution fixe le cahier des charges de la classification. On cherche d'abord qui est plus proche de qui parmi les entités à classer. Ça, ce sont les lignes bleues. Et une fois qu'on a le qui est plus proche de qui, eh bien, on fabrique des groupes qui n'interviennent qu'après. Donc la classification intervient après l'évolution, si je résume l'idée.
Donc maintenant, je suis dans les temps. Maintenant, on va passer à la notion pédagogique de collection contrôlée. Comme dans le programme scolaire, l'évolution ne précède pas la classification, on va utiliser une collection contrôlée pour que la classification serve de levier à faire intervenir l'évolution. On a mis je vous ai écrit, on a mis le chien et le chat dans un même groupe parce qu'ils partagent des poils et des pavillons aux oreilles. D'où viennent ces partages? Est-ce que c'est parce qu'ils vivent au même endroit? Est-ce que c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait? Ça, c'est une réponse qui peut sortir aussi. Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des ancêtres communs? En 10 minutes, une classe de CM2 sort les ancêtres communs. Hein. Ils font du Darwin sans le savoir. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais ils disent non, mais on sait que les chiens et les chats ne font pas de petits ensemble, d'accord, mais c'était à l'époque de leur maman préhistorique. En gros, leurs ancêtres, ils faisaient des petits ensembles. Génial, bingo, c'est du Darwin. En effet, il fut une époque où ce qui n'était pas encore chien et ce qui n'était pas encore chat faisait des petits ensemble et a légué aux chiens et aux chats d'aujourd'hui certains attributs, certaines caractéristiques. Donc la classification, une fois qu'on a fait l'ensemble, peut servir de levier pour parler d'évolution. On a mis le chat et le chien dans un ensemble parce qu'ils partagent certains attributs. D'où viennent ces attributs? Et ça, c'est au choix. Hein. Si l'enseignant veut se lancer dans l'évolution, eh bien, on peut rattraper le coup. Mais pour cela, il faut avoir fait ce qu'on appelle une collection contrôlée. Vous n'avez pas la théorie, donc vous êtes obligé d'isoler des faits. Et ce que j'appelle isoler des faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va choisir une collection d'organismes, un petit nombre, dont ce qui est observable à la surface, on est sûr qu'en signifiant les partages, on va tomber sur une mise en ensemble qui est compatible avec l'évolution. Mais ce n'est pas grave, vous l'avez compris, l'objectif, il n'est pas biologique en premier. On va prioriser nos objectifs. L'objectif, vous l'avez vu, il est philosophique, c'est nous qui classons. Donc c'est le gamin qui fait l'ensemble. Il justifie son ensemble, ça veut dire qu'on est dans une démarche scientifique d'observation et de justification. On sait ce que c'est que regrouper et on ne le confond pas avec séparer. Ça, c'est l'objectif cognitif, j'ai envie de dire. Et puis, l'objectif scientifique, on va classer sur les apparentements. Ça peut venir après, si on accepte de mobiliser l'évolution. Donc, on fait une collection contrôlée, on met ensemble, on emboîte les ensembles, ce qui permet au demeurant de se débarrasser aussi de l'échelle des êtres, ou des silos, comme on a vu tout à l'heure. Et puis, si on énonce pourquoi les attributs sont partagés par des espèces qui, de toute évidence, ne font pas de petits ensembles aujourd'hui, eh bien, on peut revenir vers la théorie. Donc, le flux est inversé, si vous voulez, par rapport à la science, mais ce flux inversé, je suis désolé, c'est pas moi qui fais les programmes. Moi, vous me demanderiez mon avis, j'enseignerai l'évolution au plus jeune âge possible, parce qu'il n'y a pas de biologie sans évolution, c'est juste pas possible. L'évolution, c'est la théorie générale qui fait comprendre les êtres biologiques. Dit autrement, on ne peut pas se permettre de comprendre les êtres biologiques dans leur fonctionnement ici et maintenant. C'est parfaitement insuffisant. La nature n'est pas une perfection. Et justement, ce qu'elle a de travers dans son fonctionnement, il n'y a que l'évolution qui permet de le comprendre. Et donc, j'en termine là, appliquer ces principes avec une collection grâce au film Le Chêne, eh bien, c'est ce qu'au Muséum, on vous a proposé dans la série des propositions pédagogiques que Sébastien va développer dans un instant. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a que 6 espèces à un petit niveau proposées à des élèves. Franchement, il y a suffisamment de choses à observer à la surface de ces organismes pour ne pas multiplier les espèces. J'ai vu, dans ma carrière, j'ai accompagné pas mal d'enseignants sur des opérations main à la pâte, notamment précédemment à ces opérations. J'étais allé dans une école à Perpignan où j'ai rencontré un enseignant qui avait donné 42 vignettes à ses gamins. Il est parti en vrille. Il y avait une classif par gamin et au bout du compte, on n'avait rien fait du tout. Alors, c'est pas la peine d'aller chercher tout le vivant, même si on a envie et on se dit « Ah mince, il n'y a pas d'escargot, ah mince, il n'y a pas votre animal favori ». Non, on choisit un échantillon de manière à pouvoir documenter des points de vocabulaire. Et ces points de vocabulaire, ils sont là, ils sont en colonne. 6 pattes, squelette externe, 4 membres, bec, plume, pavillon aux oreilles, poils, yeux, bouche. Bon.
Il y a deux façons de s'y prendre. Soit le vocabulaire, évidemment, mais ça vous appartient si vous êtes enseignant. Soit vous imposez le vocabulaire dans le tableau. Soit, si vous avez le temps, moi je l'ai vu faire et c'est très efficace, il y a des enseignants qui prennent le temps de faire dessiner chacune de ces espèces. Donc déjà, les petits dessinent, et quand ils dessinent, vous devinez ce qui se passe. Ils sont obligés d'observer. Et pendant tout le temps qu'ils dessinent, en fait, ils oublient l'affect. Ils oublient si la bête elle est méchante ou si elle est gentille, et ils laissent de côté ce qu'elle fait et là où elle habite. Et le dessin est un excellent moyen de se focaliser sur ce qu'elle a, et non pas ce qu'elle fait, et non pas là où elle habite, et non pas si je la mange ou pas. Et donc, déjà, rien qu'avec le dessin, on est sur les rails de on va classer sur ce qu'ils ont. Et puis, une fois qu'on a dessiné, on va nommer les parties. Et nommer les parties, c'est génial, parce qu'on peut laisser les élèves s'exprimer sur comment on appelle ces parties, et vous pouvez modifier ensuite le vocabulaire. C'est une opération délicate parce que la pertinence du vocabulaire va régir la pertinence de la mise en ensemble. Donc méfiez-vous, pas d'erreur de vocabulaire. Il y a un livre dans lequel, avec vos collègues, on a publié de l'anatomie élémentaire pour que, au lieu de dire oreille, on dise pavillon de l'oreille. Pourquoi ? Parce que si vous dites oreille, eh bien, le jet, il va être dit que le jet n'a pas d'oreille. Or, c'est faux. On se demanderait bien pourquoi le jet coasse autant, fait autant de bruit. Et évidemment que le jet a une oreille et il entend son congénère, et puis il entend même plus que ça. Et donc les oiseaux ont une oreille, bien sûr, mais ils n'ont pas de pavillon de l'oreille. Donc ces points de vocabulaire, on peut soit les imposer, soit les faire émerger, et pour les modifier, en fait. Pour les modifier. Bon, le nombre de pièges n'est pas très grand, donc on les a tous listés dans un bouquin. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas trop un sujet. Les quelques pièges de vocabulaire que la zoologie vous tend, on les a neutralisés, ces pièges. Bon, il y a un piège classique, ça vous n'y êtes pour rien, c'est la zoologie qui est fautive. Le piège classique, c'est d'avoir nommé des parties en vertu de ce qu'elles font, et non pas en vertu de leur structure. Le pire truc, c'est les ailes. L'aile d'une mouche, on appelle ça une aile. L'aile d'un pigeon, on appelle ça une aile. C'est une catastrophe. Vous avez deviné pourquoi. Si vous les regardez anatomiquement, ces deux ailes, elles n'ont rigoureusement rien à voir, sauf descendre au niveau, évidemment, cellulaire. Mais ce n'est pas ce dont on parle ici. Anatomiquement, ce n'est pas du tout la même chose. Donc avoir nommé des parties en vertu de leur fonction, c'est un piège pédagogique dont les scientifiques n'ont certainement pas eu conscience, mais malheureusement. Tout ça, ces pièges-là, rassurez-vous, ils sont neutralisés, donc on les maîtrise, et ces séances peuvent fonctionner. Alors, on a la liste des espèces, et évidemment, si les élèves sont en âge de remplir un tableau à double entrée, eh bien, ils peuvent remplir le tableau à double entrée en fonction de ce qu'ils voient. Au Jardin des Plantes, il y a des séances en élémentaire qui sont accueillies, et il y a des collections d'espèces qui reflètent les espèces que nous avons dans la ménagerie, et les élèves se promènent dans la ménagerie et remplissent le tableau. Quand ils voient les attributs, ils remplissent le tableau. Voilà. Donc vous avez deviné que si vous faites un ensemble par colonne, vous allez forcément avoir des ensembles emboîtés. Si la consigne c'est faites-moi un ensemble par colonne, vous allez finir par emboîter les ensembles. C'est ce qui se passe ici. Donc ce qui est très bien en laissant les élèves dessiner des ensembles et leur demandant de les justifier, on va regrouper sur ce qu'ils ont en commun. Là, la consigne elle est relativement claire, ça fonctionne comme une règle du jeu et ça marche très bien. On peut aller de l'ensemble le plus inclusif au moins inclusif, ou on peut aussi faire le contraire, aller de l'ensemble le plus petit au plus grand. Ça marche dans les deux sens. Donc ce qui compte là, ça a l'air trivial, mais ce qui compte, c'est que les noms de groupes ne sont pas rameutés a priori. Les noms de groupes, ce sont des conventions de langage inventées par les scientifiques. Donc ils arrivent à la fin, les noms de groupes. Ce qui compte, c'est la justification. Je mets l'emphase sur des points d'importance, mais ils ne sont pas ceci ou cela a priori. Le groupe, il est fait sur la base de partage. La mise en partage. Et on gagne tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les ensembles emboîtés. Vous pouvez être à la fois avoir un bec et des plumes et avoir 4 membres et avoir une bouche et des yeux. Entre nous, vous pouvez
avoir un gros orteil redressé dans l'axe des autres doigts de pied, et avoir des vertèbres, et avoir des jonctions serrées entre vos cellules. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, vous pouvez, évidemment, avec le principe de hiérarchie dont j'ai parlé tout à l'heure, vous pouvez remettre ce principe hiérarchique. C'est la même hiérarchie, mais simplement un dessin qui change. Et il permet de mobiliser, si on veut, les relations de parenté. Comme je vous l'ai dit, les espèces qui partagent des choses en commun, on sait très bien qu'elles ne font pas de petits ensemble. Donc pourquoi les partagent-elles? Ce n'est pas l'environnement qui l'explique. Le chien et le chat, ils ont bien pavillon aux oreilles et poils. Mais si vous allez me chercher un ours blanc sur sa banquise, il a le pavillon aux oreilles et les poils et il n'a jamais croisé ni un chat ni un chien de sa vie. Donc ce n'est pas l'endroit où il habite qui explique pourquoi il partage des trucs. C'est Dieu qui l'a fait. On est en science, donc cette hypothèse-là n'est pas envisagée, sinon il n'y a plus de science en fait. S'il y a une entité qui pourvoit à tout, ce n'est pas la peine de chercher à l'expliquer. On arrête tout de suite. Donc il y a un contrat de travail qui est celui des scientifiques, c'est d'expliquer la nature à partir des seules ressources de la nature. Les entités supranaturelles, extranaturelles ou les interventions transcendantes qui ne sont pas instanciées dans le monde réel, les scientifiques ne s'expriment pas selon ce cahier des charges-là. Et vous pouvez ramener à la fin, tout à la fin, les noms de groupes. Donc les noms de groupe, étant compris que c'est les scientifiques qui les inventent. En gros, les grands principes, je vous les ai brossés. On a fait un texte sur le site web pour rappeler comment se situent ces enjeux et pour prendre pour prendre ces exercices dans le sens qui est le leur. Là, il s'agit simplement d'une collection un peu plus fournie pour des enfants peut-être un peu plus âgés, mais ce sont des types de séances qui se remobilisent à différents moments de la scolarité. Donc on peut enrichir en fait. Et c'est ça qui est formidable avec la biodiversité, c'est qu'on peut enrichir. Je terminerai avec la couleuvre qui a fait trembler de suspense tout le monde dans le film. Donc là, vous avez le même exercice, mais c'est simplement un peu plus fourni, avec un ensemble un peu plus fourni. D'ailleurs, il y a le chêne pédonculé qui partage avec tout le monde le fait d'avoir des cellules. Et puis, à l'intérieur, il y a bouche et yeux, on retrouve les animaux, etc. Alors, pourquoi la collection est-elle contrôlée? Elle est contrôlée parce qu'il peut y avoir des pièges, et vous n'avez pas la théorie de l'évolution pour déjouer les pièges. Alors, on vous a proposé de traiter les bêtes à problème. Alors, c'est quoi les bêtes à problème? Les bêtes à problème, c'est des organismes qui ont eu quelque chose dans l'évolution, mais qui l'ont perdu après. Alors ça, on évite quand on approche à l'école élémentaire la classification, parce que avoir perdu, c'est déjà du vocabulaire évolutionniste. Si je vous dis que les serpents ont perdu les pattes, c'est pas du tout la même chose que dire la couleuvre n'a pas de pattes. La couleuvre n'a pas de membres, ça c'est de l'ordre du constat. C'est une phrase qui peut se passer d'être habitée théoriquement. Mais si je dis la couleuvre, et puis plus généralement les serpents ont perdu les pattes, ça veut dire qu'ils les ont eues avant. Et là, je suis en train de parler d'évolution. Vous avez compris? Donc, ces pièges, entre guillemets, comme on ne peut pas les gérer tout de suite, on les gère pas en classification, mais on les gère en assignation. C'est-à-dire qu'on ramène la bestiole à problème seulement après. Les élèves ont déjà fait leur système classificatoire, c'est déjà fini l'exercice, mais plus tard, on ramène ce truc et on dit, où est-ce que vous le mettez là-dedans? Alors, évidemment, si on se contente de dire qu'il y a 4 membres au niveau des tétrapodes, on aurait tendance à ne pas mettre la couleuvre dans les tétrapodes. D'où l'intérêt de justifier ces ensembles avec plusieurs caractères, notamment le fait que les tétrapodes ont la première vertèbre cervicale spécialisée, c'est-à-dire l'atlas. La forme de la vertèbre est modifiée. On peut le renseigner avec un squelette, à regarder d'ailleurs. Et dans ce cas-là, comme on voit que la couleuvre a l'atlas, elle pourrait être mise à l'intérieur des tétrapodes. Et on peut remobiliser l'évolution en disant pourquoi elle n'a pas de membres? Là, pour le coup, c'est pas à l'élève de le déduire, mais c'est peut-être à l'enseignant de le dire. Elle n'a pas de membres parce qu'elle les a perdus, en fait, au cours de l'évolution, précisément. D'ailleurs, on peut aussi mobiliser l'exemple de ces serpents, comme les boïdés, à qui il reste des vestiges de membres. Donc tout ça, vous l'avez sur le site. Et donc comprendre et enseigner la classification, ça c'est là où les pièges anatomiques vous sont
Si vous voulez créer vos propres séances et broder avec ça, c'est passionnant. Parce que c'est foisonnant. Hein. Les pièges, ils vous sont fournis comme étant potentiellement évités. Et plus largement, si vous souhaitez en lire un peu plus sur l'évolution, il y a cette deuxième édition du guide critique qui est sortie en novembre et qui est très riche d'exemples pédagogiques. Merci de votre attention. Merci.